Le Fonds du 11 janvier présente Esprit critique, es-tu là ? Une collection de 7 podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Je faisais partie des marcheurs, en tout cas des participants à cette grande marche en faveur de la paix, me semble-t-il. Énormément de monde, beaucoup de ferveur, beaucoup d'unité, beaucoup de solidarité. Bénédicte Guenier, directrice de la Fondation financière de l'Échiquier, présidente de la Fondation familiale Alter et Care. Mon premier souvenir, c'est cette marche des dirigeants de pays, ces 44 dirigeants de pays qui ont marché ensemble pour la France. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement émouvant dans l'écho international qu'avaient les attentats et cette marche pacifique. Et puis il y a eu le lendemain, avec beaucoup de monde autour de vous, cette idée qu'il fallait faire quelque chose. Absolument. Et quand Jean-Marie Destré, qui a été à l'initiative du Fonds du 11 janvier, m'a appelé en me parlant d'une situation d'urgence et de réponse immédiate, voilà un argument qui m'a totalement séduite et emballée, sans plus de réflexion que ça. C'était vraiment l'idée d'agir très vite. Et donc, il m'a appelé au nom de la Fondation familiale Alter et Care et tellement convaincu qu'il fallait réagir, j'ai également embarqué la Fondation financière de l'Échiquier, donc liée à l'entreprise, et les collaborateurs qui ont leur droit de veto ou au contraire d'approbation en termes de subventions ont immédiatement suivi eux aussi. Donc, cet élan en faveur du faire quelque chose à la suite de ces attentats affreux, ces élans ont été quasi unanimes, en tout cas dans mon environnement proche. Et on sait déjà un tout petit peu ce qu'il faut faire, ou alors il y a en face de soi quelque chose qui est de l'ordre d'une interrogation un peu au contour indéfini. Alors l'interrogation est immense et les réponses sont infinies. Par rapport à ce type d'enjeu qui est tellement important, je pense qu'il faut juste se dire je fais ce que je peux faire à ma place, dans mon périmètre, et ne pas avoir évidemment l'ambition de couvrir la totalité du sujet parce que c'est mission impossible. Aujourd'hui, Bénédicte Guenier, dans cette collection de podcasts originaux produite par le Fonds du 11 janvier, Esprit critique, es-tu là ? On s'intéresse particulièrement à la thématique qui traite de la laïcité et du fait religieux. On va visiter 2 associations, voir comment elles fonctionnent, coexister et enquête. Vous, cette thématique du fait religieux et de la laïcité, vous auriez envie de l'exposer comment ? Alors, je commencerai peut-être par une appréciation pas forcément très positive en disant que ça reste un sujet extrêmement compliqué et tout à fait tabou en France. Et c'est sans doute là l'origine de la difficulté à traiter de ce sujet. En revanche, je trouve ça mais essentiel, pour revenir à ce que je disais, d'éclairer nos jeunes sur ces thèmes-là, non pas dans un sens prosélyte, parce que c'est souvent ce qui coince, c'est qu'on pense que quand on parle de laïcité ou de faits religieux, on embarque nos jeunes dans le catéchisme. C'est évidemment pas le cas. Donc il faut que les jeunes fassent la différence entre le culturel et le cultuel. Quand on parle de laïcité et de faits religieux, on est vraiment dans le culturel. Et pour ça, c'est extrêmement important que le milieu associatif s'empare du sujet. Maintenant, peu d'associations se sont emparées du sujet, sans doute parce que c'est un sujet touchy, comme on dit, et compliqué à traiter. Au sein du Fonds du 11 janvier, nous avons soutenu 2 associations majeures dans le domaine, que sont Enquête et Coexister. On se propose là d'aller leur rendre visite. On quitte vos locaux de la Fondation financière de l'Échiquier et de la Fondation familiale Alter et Care et on se rend à Enquête. Salam alaikum. Brahim, tu m'entends ? Tu vas bien ? Tu m'entends ? C'est quoi la laïcité ? La laïcité, c'est où on peut pas ramener où il y a ou par exemple un collier où il y a des grandes croix ou un truc. Faut le cacher. Les gens en France, ils ont le droit de venir à l'école et des autres trucs. Mais faut pas mettre une religion en avant
faut pas dire à quelqu'un faut que tu es musulman, c'est meilleur. Faut pas dire ça. La laïcité, on pratique sa religion, mais on n'a pas le droit de la montrer à l'école. On doit être en cachette. Vu qu'une école, c'est laïque. La laïcité, c'est que tout le monde soit égaux, mais pour qu'on puisse faire les religions comme on veut. Comment ça va? On est très matinal. Oui, ça pique un peu. Ça pique, il est à peine 7h du matin. On porte le décor, c'est un quai de la gare de la Défense, sous la Grande Arche. Et nous, on va après Versailles, Marine Quenin. À quel endroit? À Trappes. Yvelines. On s'installe dans le RER, c'est le RER U. On met combien de temps pour aller à Trappes? 40 minutes à peu près. On a un bus derrière encore. Et il y a un bus après? Ouais, pour aller jusqu'à l'école. Cette école, alors, qui a accepté de nous recevoir? Écoutez, c'est une école, on travaille depuis 4 ans. Et l'enseignante qui nous reçoit dans sa classe met en place l'Arbre à défi, un jeu qu'on a conçu depuis, c'est la 4e année. On se laisse porter par les oscillations de ce train. Les gens dorment pour la plupart encore un peu. On se réveille doucement et on va vers peut-être, Marine Quenin, les oscillations de la mémoire. Il y a 10 ans, vous créez Enquête. Enquête de quoi? D'apporter des outils aux enfants pour qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel ils sont et qu'ils puissent parler sereinement de ces sujets que sont les questions des religions et de la laïcité dans un environnement qui l'est pas du tout ou pas vraiment. Il y a eu un tilt, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que justement cette idée naisse? Oui, c'est des questions de ma fille en fait. J'avais une fille scolarisée en CP à l'époque et qui est revenue à plusieurs reprises de l'école avec des drôles de commentaires sur son interprétation du religieux dans la vie de tous les jours. Où elle est revenue une fois en m'expliquant qu'elle était en vacances de la Poussin, qu'elle était hyper contente, ou la fois d'après qu'elle était hyper inquiète parce que son copain Elias avait mangé du porc par mégarde à la cantine et qu'il allait être super malade. Et du coup, ça m'a amené, moi, à me pencher sur les programmes scolaires, convaincue qu'elle allait aborder ces questions-là à l'école. La question de comprendre le religieux, encore une fois. Et que vous alliez presque être, en tant que mère, débarrassée de cette histoire-là. Oui, et puis qu'en tout cas, elle disposerait un endroit légitime pour apprendre, d'outils, de clés pour comprendre, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était dans les programmes, mais que c'était souvent pas fait, enfin, à plein d'endroits pas fait, soit par opposition de principe de certains qui estimaient qu'on avait sorti la religion de l'école avec les lois scolaires de la fin du 19e et que donc elle n'avait plus rien à y faire. Soit pour d'autres, pas d'opposition de principe, mais une certaine réticence à aborder ces sujets sensibles parce que pas de temps, estimant de ne pas avoir la formation pour, peur des enfants, peur des parents, enfin bref, un sujet qu'on laisse de côté, alors même que ça me semble essentiel. Et toi ? Aussi par exemple, quand moi je vais à la mosquée, je viens pas à l'école pour dire moi je suis partie, toi je t'ai pas vu. Il y en a je vois, mais je dis pas à les gens que j'ai pas vu. Toi je t'ai pas vu là-bas, je te vois jamais. Ça veut dire c'est pas bien. Tu fais pas ça, tu fais pas la prière, ça veut rien dire. Toi tu veux pas de pression? Non. Par exemple, Sinon ça va faire des embrouilles. Par exemple, il y a des gens qui sont musulmans, ils ne font pas à la mosquée, mais peut-être ils font de la prière chez eux. Bah oui. Avec la table de la prière aussi. Comme la France, c'est laïque, c'est un pays laïque. Ça veut dire qu'on accepte toutes les religions. Il y a 10 ans, c'était 5 ans avant Charlie. Oui, ça a commencé tout doucement. Enfin, vraiment doucement. D'autant qu'à l'époque, moi, je suis toujours, d'ailleurs, je suis ni enseignante, ni spécialiste universitaire de ces sujets. Donc, aller concevoir des outils pour aborder ces questions avec les enfants par le jeu et faire le tour d'un certain nombre de structures éducatives pour leur dire bonjour, je voudrais tester mes outils chez vous. Ils me regardaient comme une folle, ils m'envoyaient balader. Donc ça a été long au départ. Je serai jamais assez reconnaissante aux structures qui ont décidé d'essayer alors que, encore une fois, je sortais de nulle part sur ces questions. Et puis à partir de là, on a commencé à construire doucement. Mais comme vous le disiez, en fait, on a commencé à devenir, je pense, audible au moment de Charlie. C'est-à-dire que avant, personne ne voulait parler du religieux avec les enfants. Enfin, on n'avait pas envie. De rester à la maison. Et puis, qu'est-ce qu'on allait remuer quelque chose qui n'avait pas à être remué. Et puis Charlie a un peu... les attentats de Charlie de l'hypercachère ont pas mal remué les choses.
où les politiques comme les éducateurs sont sentis quand même assez démunis à un moment en se disant il y a quelque chose qu'on a foiré, quoi. Et du coup à la recherche d'actions éducatives ou autres qui existaient et qui pouvaient en partie répondre aux problèmes. Et du coup on est devenu audible et visible à ce moment-là. Ou d'un coup d'un seul on est devenu intéressant. Avec ce qui s'est passé aussi, c'est que le Fonds du 11 janvier, cette dizaine de fondations qui se décident, effectivement, Marine Quenin, de faire quelque chose, se tourne aussi vers ceux qui avaient une expertise dont vous faisiez partie. Vous étiez presque précurseur. Oui, parce que jusqu'alors, comme toute association, on a des problèmes de financement qui se posent, question de financement, et il y avait peu de structures privées, de fondations privées prêtes à prendre le risque de s'investir sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on se faisait toujours envoyer balader avec des arguments qu'on n'était pas assez ceci, pas assez cela, on n'était pas leur cible, etc. Et c'est une des premières structures de financement qui a décidé de nous soutenir. Il y en avait une ou deux autres qui étaient plutôt des fondations familiales, mais du coup qui a décidé, avec tous les risques que ça comportait, parce que des sujets encore une fois extrêmement sensibles, de nous soutenir financièrement et de façon pas anodine, c'est-à-dire avec un appui global pour qu'on puisse déployer ce qu'on avait commencé à monter. On arrive bientôt. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler déjà les différents lieux de culte qu'on a étudiés la semaine dernière? Par exemple, le lieu de culte des Juifs, marois. La synagogue, oui. Le lieu de culte des catholiques. Amen. L'église, très bien. Et le lieu de culte des musulmans, Khalid? La mosquée. Ok. Alors, ce matin, je vais vous présenter une nouvelle carte, un nouveau défi qu'on n'a pas encore vu. C'est la fameuse carte orange. Et c'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Émilie, c'est gentil de nous recevoir. On est chez vous. On est chez moi. Et puis aujourd'hui, avec Marine Quenin qui m'accompagne ici, on a évoqué cet arbre à défis, ce bel outil. Oui, c'est un très bel outil. Je m'en suis saisie et aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien. Il y a un petit extrait là, du travail qu'on a fait depuis le début de l'année. Ouais, il y a pas mal de trucs. On essaye d'illustrer au maximum avec des... Oui, allez-y. Marine, vous dites, je vais prendre une photo, parce que ça veut dire que là, vous voyez déployer finalement tout ce qui a été savamment, patiemment imaginé pour que ça soit efficace. On écrit ? Ouais, il y a plein de choses, c'est génial. Vous avez un point sur la différenciation entre croire et savoir. Qu'est-ce qui relève du savoir, comment on le construit ? À quoi ça renvoie, ce qui relève au croire? Vous voyez, on le voit de nos propres yeux, toucher, expérience. On a des preuves scientifiques, historiques, archéologiques. Et côté croire, c'est on n'a pas vu, hésité, on n'est pas sûr, on ne sait pas, la vie de chaque personne, le sentiment. Et puis vous avez sur le côté gauche la différence entre athéisme, monothéisme, polythéisme et agnosticisme. Vous voyez, alors que c'est un mot compliqué a priori pour les enfants. Et puis on a les villes saintes, les calendriers, la différence entre nationalité, origine géographique et conviction. D'un côté athée, animiste, bouddhiste, chrétien. C'est des notions plus que difficiles. Oui, même pour les adultes, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'amalgames, surtout entre nationalité et conviction religieuse. C'est vrai que arabe, musulman, c'est très très lié, c'est fortement lié pour les élèves et même pour des adultes. Donc c'est vrai que c'était une séance très, très enrichissante. Comment, en règle générale, justement, l'éducation nationale aborde cette question-là de l'enseignement des faits religieux dans le temple de la laïcité? Pour moi, je trouve que c'est une notion qui est très taboue encore à l'école. Je ne sais pas trop comment elle est enseignée dans les autres classes. Je sais qu'il y a des collègues qui ont peur, entre guillemets, sûrement, d'aborder notamment ce projet de l'arbre à défis autour du fait religieux. C'est tabou parce que on a eu des soucis, c'est vrai, au tout début, la première année qu'on l'a lancé avec des parents. Qu'est-ce qu'ils disaient, les parents ? Ils ne comprenaient pas trop ce que la religion venait faire à l'école. Et donc voilà, il a fallu leur expliquer que la laïcité, en fait, ça n'est pas ne pas parler de religion, surtout pas. C'est pas un terme négatif.
Il faut le voir plutôt comme justement pouvoir parler des religions en toute liberté à partir du moment où on n'impose pas la sienne. Il faut savoir entendre les convictions des autres, essayer de les comprendre sans pour autant C'est cette fameuse neutralité. Oui. Alors, les élèves ont du mal à afficher leur neutralité, surtout ici. Mais ils écoutent et puis ils cherchent vraiment à comprendre les autres religions. On fait beaucoup de liens aussi, on essaye de faire beaucoup de liens, notamment entre les 3 grandes religions, donc la chrétienté, la religion musulmane et juive, le judaïsme, pour montrer qu'en fait, quelque part, on vient tous de... Enfin, comment dire, on a tous un point commun. Et après, c'est en fonction, c'est très personnel en fait. C'est au plus profond de soi. On va penser différemment, on va croire différemment. Tout comme on va pouvoir interpréter un livre ou un film, la religion, elle s'interprète pareil. C'est très personnel. Et on ne peut pas influencer qui que ce soit. Enfin, ça doit rester... On ne doit pas avoir peur non plus d'afficher qu'on est de telle ou telle conviction religieuse. Tout comme on ne doit pas pour autant comment dire, j'ai du mal ce matin. Je suis debout depuis 4 heures. J'ai mon fils qui est malade, oui. Oh là là. Ça va? D'accord. C'est très dur. Je pense qu'il fait une otite encore. Ah ouais. Alors, je vais vous proposer plusieurs réponses. Comme d'habitude, et vous allez en discuter entre vous dans votre groupe, et vous allez choisir ce qui vous paraît être la bonne réponse. D'accord ? Première réponse éventuelle, cet homme, c'est un musulman. C'est un musulman et il fait son pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Ça, c'est la première solution. Ou alors, c'est un chrétien, et il visite une église à Jérusalem, donc en Israël. Ou alors, troisième et dernière solution, c'est un juif et il marche le long du mur des Lamentations à Jérusalem, en Israël. Émilie Moreau, vous dites surtout ici. Ça veut dire que dans cette école élémentaire, cette classe de CM2, vous avez avec vous un public dont, pour 2/3 d'entre eux, les parents sont peut-être de confession musulmane, qu'il y a quelque chose qui a à voir avec cette croyance, qu'eux-mêmes portent. Et cette défiance, elle vient peut-être aussi un peu de là, d'une espèce de stigmatisation à l'extérieur, en général, de la religion, de l'islam. Oui, tout à fait. Oui, je dois avoir peut-être 10% de mes élèves qui sont d'une autre conviction, alors que ce soit agnostique, athéiste ou chrétien ou autre. Et c'est vrai que j'ai remarqué que c'était des élèves qui étaient très introvertis quant à leurs croyances, parce que tout autour d'eux, en fait, on parle de l'islam et les élèves ne s'en cachent pas, ils en parlent beaucoup. C'est très très présent. Vous allez voir, beaucoup ponctuent leurs phrases par Allah, Allah, Allah tout le temps. C'est devenu vraiment une ponctuation, une majuscule et un point. Et du coup, je pense qu'il y a des élèves qui n'osent pas parler de leurs propres convictions par peur de représailles peut-être, par certains, ou de ne pas être compris, d'être mal jugés. De même qu'entre eux, les élèves musulmans vont beaucoup se titiller sur le fait qu'un tel pratique mal sa religion parce que, par exemple, il ne va pas faire le ramadan, parce qu'il va dire ceci, parce qu'il va faire cela. Donc voilà, c'est les amener à comprendre que déjà, il n'y a pas une religion mieux que l'autre et que dans une même religion, il y a encore différentes croyances et chacun pratique à sa manière. C'est pas parce qu'il y en a qui est plus pratiquant qu'il va être forcément plus croyant. C'est des notions assez complexes. Voilà, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais croyants. Chacun croit à sa manière. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant ? Je révise. Et tu révises quoi ? On va revoir c'est quoi la mosquée, le Saint-Di... J'arrive pas à dire le Saint-Nicog. Nous allons voir l'église encore. On va revoir jusqu'à se rentrer dans nos têtes. Et pourquoi c'est important que ça rentre dans les têtes ?
Comme ça, quand on sera grand, on pourra savoir comment faire. Comment faire avec ceux qui ne pensent pas pareil que toi ou qui ne croient pas aux mêmes choses que toi, c'est ça? Oui, comme ça au moins on pourra les expliquer comment faire. S'ils ne croient pas, on doit mettre un commentaire pour leur expliquer. L'idée, c'est pas d'en faire que le sujet dont on parle, mais en faire un sujet dont on apprend à parler calmement, en comprenant qu'il y a des gens qui croient pas la même chose et que même au sein d'une religion, il y a des façons de faire extrêmement diverses. Et de pouvoir en parler, en effet, de façon apaisée, sans se sentir jugé, et sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il y a une forme, en fait, je trouve, dans cet enseignement de mise à distance, qui n'est pas une mise à distance de reniement ou de négation, mais une mise à distance qui apaise, en fait. Où je suis incapable d'en parler en faisant un pas de côté et sans me sentir agressée ou sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et quand on le fait, ça finit par arriver, ce truc-là. Mais Et je pense qu'il n'y a vraiment qu'à l'école, en fait, où c'est possible, où on peut parler de ça librement, parce qu'à la maison, soit c'est tabou, ou soit il ne serait-ce pas les apports culturels possibles. Moi-même, je dois m'alimenter sans arrêt, pour pas dire de bêtises. Mais c'est vrai que si on ne s'en empare pas à l'école, je vois pas où est-ce qu'ils vont, à part le fait d'aller par eux-mêmes chercher des informations, mais ça, ils n'en sont pas encore capables. Je vois pas où ils pourront apprendre toutes ces choses. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Aujourd'hui, que la djellaba, ça veut pas dire la religion, le djellaba. Le rabbin, le pasteur et le prêtre. On a appris aujourd'hui l'imam, le rabbin, le pasteur et le prêtre. Tout ça, c'était des mots avant que tu connaissais pas. Oui. Si moi, imam, je connaissais que pasteur, j'ai déjà entendu, prêtre aussi, mais rabbin, et j'ai déjà entendu, mais je savais pas c'était quoi. Donc on se dit pas qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Non, du tout. Au contraire, tout va très bien. Moi, je suis très satisfait du travail. Et même pour les élèves, je trouve que ça se commet aussi avec d'autres dispositifs qui sont sur l'école. Je pense à un projet sur l'empathie. Il y a plein de choses qui sont en train d'aller dans le bon sens. Voilà. La sonnerie marque un terme. J'allais lui dire bonjour. Je vais juste au cas où. Ouais, merci pour tout. Bonne journée. J'arrive. On sort de l'école Henri Wallon ici à Trappes dans les Yvelines et on se dirige alors dans un tout autre endroit, un épicentre justement de la laïcité, là où les idées circulent, là où les choses s'articulent, à l'Observatoire de la laïcité, direction 7e arrondissement parisien. Rendez-vous avec Nicolas Cadenne qui est son rapporteur. Au revoir. C'est utile, Nicolas Cadenne, de parfois préciser cette notion-là, la laïcité. Oui, effectivement, pour faire simple, la laïcité, c'est quoi? C'est finalement ce principe qui, vis-à-vis des convictions, permet la parfaite déclinaison de notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Parce que c'est d'abord la liberté de conscience, la liberté d'exprimer des convictions, qu'elles soient religieuses ou non, mais dans le respect de l'autre, dans le respect de l'ordre public, bien sûr. Ensuite, c'est l'égalité de tous devant la loi, devant l'administration publique, quelles que soient leurs convictions, leurs pensées, leurs religions, et l'égalité garantie par la neutralité de l'administration publique, qui effectivement traite tout le monde de la même façon, de façon impartiale, égalité et neutralité, qui découle de la séparation, vous le savez, des cultes et de l'État. L'État n'est pas lié aux religions et est parfaitement neutre dans le traitement de ses affaires. Et du coup, tous les citoyens sont traités par lui de la même façon, sans que lui, État, n'ait de quelconque connotation religieuse, et d'ailleurs pas plus politique lorsqu'on parle de l'administration publique. Et enfin, évidemment,
cette liberté, cette égalité va concourir à notre citoyenneté. Cette citoyenneté, elle se fonde sur le fait que nous sommes tous à égalité de droits et de devoirs. Nous sommes avant toute chose des citoyens à égalité de droits et de devoirs, et c'est cela qui concourt à l'idéal républicain de fraternité. Quel regard vous portez sur ces acteurs qui souvent travaillent dans l'ombre, que ce soit cette association qui nous a accueillis, Coexister, ou Enquête, qui font ce travail avec obstination, avec conviction, de tous les jours, parfois ingrat? Oui, tout à fait. Ils font un travail remarquable. On a besoin du travail de toutes ces associations, de tous ces acteurs de la laïcité, parce qu'ils permettent justement de mieux expliquer ce qu'elle est vraiment, et parce qu'ils l'illustrent par des actions très concrètes, des jeunes qui se retrouvent avec leurs différences convictionnelles, mais qui vont travailler ensemble, qui vont faire ensemble pour œuvrer pour l'intérêt général, des personnes qui vont expliquer ce qu'est la laïcité, ce que sont les faits religieux de façon objective, contextualisée, pour que les jeunes, d'autres jeunes, puissent mieux appréhender ces faits religieux qui, de fait, sont présents dans l'actualité quotidienne. Tout cela est très important, mais après, c'est, comme vous l'avez dit, c'est assez ingrat en ce sens où, malheureusement, les projecteurs ne sont pas braqués sur eux. On ne parle pas vraiment de toutes ces actions de terrain que peuvent mener tous les mouvements d'éducation populaire aussi, comme la Ligue de l'enseignement, les Francas, la FEV, etc. Il y en a beaucoup d'autres. On ne parle pas assez de leurs actions, et on a tendance dans les médias, vous le savez bien, ou sur les réseaux sociaux ou autres, à ne parler que de ce qui ne va pas, à ne donner la parole qu'à des experts autoproclamés. On ne sait pas bien de quoi ils sont experts, mais ils se disent experts, et qui ne sont pas sur le terrain. Et du coup, on a tendance à trop souvent diffuser les peurs, alors qu'on voit bien que sur le terrain, il y a des choses positives qui se passent, et puis surtout qui répondent à des difficultés. Parce que oui, il y a des difficultés, mais ce sont eux, ces acteurs de terrain, qui répondent à ces difficultés, et sûrement pas les experts autoproclamés que l'on voit tous les jours sur les plateaux télé. Et ça passe par des outils qu'il faut sans cesse inventer. Ça passe par le terrain, vous l'avez nommé, ça passe par ces associations qui y travaillent, ça passe par l'éducation. Bien sûr, ça passe aussi par l'éducation. On a besoin de beaucoup plus déjà de mixité sociale à l'école. Aujourd'hui, on a des écoles, faut le dire, parfois qui sont ségrégées, qui connaissent des populations trop homogènes. Ça, ce n'est pas bon. C'est un échec quelque part de l'école de la République, qui est très ancien bien sûr. On a besoin dans cette école de la République de retrouver toutes les classes sociales, toutes les convictions, quelle que soit votre origine familiale, contexte familial, vous devez pouvoir vous retrouver à l'école de la République et cheminer ensemble, devenir ensemble citoyens, au-delà de vos appartenances propres. On est tous et on devient tous des citoyens à égalité de droits et de devoirs. L'école, c'est aussi l'école de la citoyenneté. On a développé cela notamment via le nouvel enseignement qui s'appelle l'enseignement moral et civique, le MC, qui permet justement aux élèves, à travers des jeux de rôle, du théâtre, des débats très interactifs, de mieux devenir acteurs des valeurs de la République et du principe de laïcité. C'est très important cet enseignement, il n'est pas encore totalement effectif, mais il doit se développer à travers cette action première des élèves. Il ne s'agit plus d'un enseignement vertical où tout tomberait d'en haut, mais vraiment de donner la parole aux élèves. Comment on fait pour rester optimiste ? C'est une très bonne question. Pour rester optimiste, justement, on va sur le terrain et on voit tout ce que font ces associations, absolument remarquables, qui sont trop souvent en dehors du radar médiatique, mais qui font des choses formidables et qui, on le voit, donnent de la joie dans les jeunes qui sont accueillis par ces associations. Quand vous parlez à ces jeunes dans ces assos, vous ne pouvez peut-être qu'être optimiste parce que vous vous rendez compte qu'il y a une richesse formidable et qu'ils ont trouvé un équilibre pour travailler ensemble à améliorer le monde pour l'intérêt général, quelles que soient leurs convictions, leurs croyances diverses et variées. Et ça, c'est formidable. Esprit critique, es-tu là ? 4e épisode. Laïcité et faits religieux.
Seconde partie, troisième mouvement. Départ vers l'association Coexister, au lycée Assomption, à Bondy. Rendez-vous avec sa présidente, Radia Bakouche. Radia Bakouche, des locaux de l'Observatoire de la laïcité dans le 7e arrondissement parisien, très huppé, à cette avenue de Bondy, et ce lycée et collège qui nous accueille, collège catholique de l'Assomption, ici dans le 93. Finalement, c'est le même combat. Il faut savoir être partout pour pouvoir parler de nos sujets, savoir aller dans le 7e et dans le 93 pour parler d'un meilleur vivre ensemble. Il faut être dans le faire, il faut penser local et global, local et national. Et on intervient tous les jours en milieu scolaire, un peu partout en France. Et on intervient aussi auprès de nos politiques pour rapporter ce qui se passe sur le terrain. Et puis Radia Bakouche jeune, vous l'êtes encore, puisque à même pas 30 ans, vous avez quitté les bancs de Sciences Po il n'y a pas si longtemps pour être tout de suite propulsé au sein de cette association. On était en train d'évoquer la genèse. Il y a forcément un nom qu'il faut ici convoquer. C'était son président, c'était celui qui a eu cette initiative, c'est Samuel. Oui, Samuel, à l'âge de 16 ans, il y a 11 ans maintenant, a créé cette belle association, a eu l'idée au tout début de créer Coexister. C'est parti tout simplement de plusieurs choses. En 2009, c'est une France qui importe un peu la haine du conflit israélo-palestinien. Les cortèges pro-palestiniens et pro-israéliens s'affrontent à Paris. Puis un rassemblement pour la paix est organisé dans le 15e arrondissement avec la paroisse Saint-Léon, la mosquée Javel et la synagogue Hadat Shalom. Et au sein de ce rassemblement, il y a quelques jeunes un peu dispersés partout dans la salle. Et Samuel prend la parole et on lui demande en tant que jeune, qu'est-ce que vous faites là ? Et là, il dit, écoutez, en tant que jeune, j'ai envie de montrer qu'on est capable non pas de se diviser, mais de s'unir tout en respectant notre diversité. Et j'ai envie d'appeler tous les jeunes qui sont dans cette salle à me rejoindre et venez, on essaye d'organiser quelque chose ensemble. Et de cette première rencontre, cette rencontre un peu spontanée, naît l'organisation du premier don du sang de Coexister, avec un naming un peu particulier, parce que c'était ensemble à 100%, avec le jeu de mots, avec le sang. Et c'était de dire le symbole de faire couler le sang pour la paix et pas pour la guerre. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous, à 3, vous allez hurler votre prénom en même temps. Ok ? Allez, 1, 2, 3. Et B. Pas mal, hein ? On va assister à un atelier ici à Bondy. Il y a aussi d'autres choses, s'il fallait juste les convoquer maintenant, qui sont cette idée de se réunir dans les cafés, là où habituellement la parole surgit le plus naturellement possible, se réunir entre groupes. Absolument, on essaye d'investir tous les lieux possibles. Ça peut être des pique-niques en plein air, des cafés, des musées parfois, des cinémas, et d'essayer de créer des espaces de confiance un peu partout. Réinvestir vraiment l'espace public avec toutes nos différences, toute notre diversité, et cette volonté très très forte d'essayer de mieux se comprendre, d'essayer d'arriver au point de dire on est d'accord pour ne pas être d'accord, et surtout de construire un monde meilleur ensemble, de construire une société commune, et de se réunir autour de différentes causes qui nous animent. Et tous ces liens, toutes ces amitiés créées, elles n'ont de sens que si on permet d'en faire bénéficier toute la société. Et c'est pour ça qu'on fait des interventions en milieu scolaire, pour partager notre expérience, pour témoigner et pour déconstruire les préjugés, parce qu'on a des exemples, on a des contre-exemples. Notre déconstruction, elle vient pas seulement de la théorie, elle vient d'un vécu, d'une expérience très réelle sur le terrain. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on est là aujourd'hui ? Pour parler de religion. La laïcité. Ouais, religion, laïcité, oui. De l'éducation. De la jeunesse. Pour élargir la pensée. Pas mal, je vois que... C'est ça, presque. En fait, on est là aujourd'hui pour parler de vivre ensemble, de laïcité, de tout ce qui est mis en place ici en France pour nous permettre d'avoir un cadre qui nous permet de se vivre ensemble. Donc en fait, on va rester 2 heures avec vous et ça va être pour parler de plein de choses et on va le faire en fait dans une manière assez sereine et bienveillante. On va vous demander de participer. Ce sera un échange, pas une conférence. Sentez-vous libre de poser des questions, de contester, d'apporter votre pensée. On n'est pas des théologiens, on n'est pas des maîtres de conférences. On est là pour partager nos expériences et être en fait un témoin en fait de ce qu'on vit au quotidien. On n'est absolument pas des représentants de confession. On est juste des personnes qui sont ordinaires et qui en fait sont là pour partager
un peu beaucoup de choses. On aimerait que ça se fasse en fait de manière assez bienveillante. Quand on veut parler, on lève la main dans la mesure du possible. Si on n'est pas d'accord, on le dit de manière correcte et assez bienveillante. Il n'y a pas de tabou, sentez-vous libre, franchement. Bienvenue à tous. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que vraiment, ce qui serait bien, c'est de ne pas avoir une ambiance qui soit molle ou autre. Si vraiment vous ne vous sentez pas bien ou que quelque chose vous perturbe, dites-le, on vous écoutera. Un peu comme voilà, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. D'ailleurs, un petit sondage à main levée. Qui est à l'aise ici pour parler de sa religion, confession, dans sa famille par exemple? Avec ses amis? Avec quelqu'un qu'il rencontre pour la première fois? En tout cas, on a remarqué qu'en France, c'est un sujet qui est souvent considéré comme sensible ou tabou. Et on s'est demandé pourquoi. Qu'est-ce qui coince? Est-ce que vivre ensemble, c'est possible? Et du coup, pour réfléchir à tout ça, on va vous proposer un petit jeu. Alors, on va vous demander de sortir une demi-feuille. Et un stylo. On n'en a pas pour les contrôles. Bertrand, est-ce que tu peux me dire les questions qu'ils te posent avec cette petite feuille qu'ils viennent de distribuer? Entoure le symbole de la conviction que tu connais la mieux, de par ton contexte familial, ou de la conviction dont tu te sens le plus proche. Toi, ça va être quoi? La chrétienté. Donc t'entoures la croix. Deuxième question, Bertrand. Note dans chaque colonne les 3 premiers mots auxquels tu penses directement en rapport avec ces convictions. Si tu n'as pas 3 mots, ce n'est pas grave, remplis ce que tu veux. Allez, remplis ce que tu peux. Ils disent entourer le symbole de la conviction que tu connais le mieux, de part de contexte familial. Du coup, on entoure la religion qu'on connaît. Puis alors, c'est pas facile. Moi, ce dont je me souviens avec tous nos auditeurs, c'est qu'en 2015, il y a cette série d'attentats. Il y a donc Charlie et l'hypercacher. Il y a le moment où vous allez être consacré parce que il y a cette initiative portée par tout ce mouvement. Vous allez avoir le prix de La France s'engage. C'est un projet présidentiel vaste qui soutient justement des initiatives comme la vôtre. Mais il y a l'effroi. Il y a l'effroi, il y a un sentiment profond d'échec en se disant mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et c'est curieux parce que beaucoup nous ont contactés à la suite des attentats en disant ça y est, on a besoin de coexister, on a besoin de ce symbole, on a besoin de voir du positif. Et nous on leur dit mais nous on travaille dans la prévention, on travaille avant que ça n'arrive. C'est tous les jours en fait la construction d'une inclusion, la construction d'une société, la construction d'un meilleur vivre ensemble, c'est tous les jours pour justement que plus jamais cet effroi n'arrive. Et je me souviens très bien de ces différentes horreurs, le 7, 8, 9 janvier, le 13 novembre, ça a été des moments marquants dans notre engagement parce que ça nous fait redéfinir et repenser le pourquoi profond de notre engagement. Douter parce qu'on se dit mais est-ce que vraiment ça marche? Est-ce qu'on arrivera, parce que c'est un problème géopolitique énorme, mondial, est-ce qu'on arrivera à contrer cette horreur, à contrer cette haine? Et je me souviens que justement le 13 novembre on était chacun chez soi, on regarde les notifications arriver sur nos téléphones, la télévision, etc., toute cette horreur qui arrive, et puis on se dit réunissons-nous, voyons-nous, puis on se réunit dans une salle à minuit tous ensemble à Paris, mais aussi dans les différents groupes locaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je pense que c'est là où tout l'espoir renaît, c'est que tout cet engagement commun qu'on a eu avant, on s'est dit qu'on va le mettre au service maintenant de la France, au service de toutes ces personnes blessées, parce que nous-mêmes on est blessés, et on organise ce qu'on appelle une peace room, une salle de la paix, où on décide d'aller sur les réseaux sociaux, de diffuser tout plein de positifs, et on crée le hashtag Nous sommes unis à ce moment-là, qui 3 jours plus tard va illuminer la Tour Eiffel, et donc c'est une vraie victoire pour le message positif, et pour dire l'unité a gagné sur la haine, la diversité a gagné sur les divisions, et en fait notre action elle marche et elle est nécessaire. Mathéo? En fait, moi je trouve... Merci Thibaut de nous avoir écouté autant. Moi je trouve que ce que tout le monde dit, c'est que tout le monde est choqué par les mots qui sont mis en jaune, qui sont entre guillemets les clichés, mais si tout le monde s'empêche de dire ces clichés-là, sachant que la règle du jeu c'était de donner les premiers mots qui nous passent par la tête, en fait ça nous permet de refléter ce qui ressort dans la société vis-à-vis de ces religions. Donc si tous les gens qui avaient mis pédophile, escroquerie,
argent, attentat, tout ça, c'était empêché de le mettre, soi-disant, parce que c'est des clichés, et se serait mis à réfléchir, genre, je vais pas mettre ça parce que c'est pas vrai, on n'aurait pas un beau reflet de ce qui est vu dans la société. Du coup, s'il vous plaît, en fait, il faut pas... Là, on est en espace de confiance, vous connaissez à peu près, enfin au moins de classe en classe. C'est pas, on fait pas ce jeu pour qu'il y ait des déceptions ou qu'on soit choqué vis-à-vis de l'autre. Parce qu'en fait, ces clichés, ils existent en effet, comme tu disais Mathéo, dans la société. Ils sont là, et moi, ça me rend d'autant plus triste de voir, par exemple, quand on pense à christianisme, qu'on pense à pédophilie, plutôt qu'on pense à... je sais pas, à toutes les belles choses aussi que les catholiques peuvent faire, à toutes les belles choses que peuvent faire les personnes musulmanes, athées ou juives. Et c'est vrai que t'as raison de le dire, malheureusement, avec tout ce qu'on entend dans la sphère publique, dans les médias, dans ce qu'on peut entendre même dans la rue, etc., tout ce qui arrive, ce qui fait qu'on a une image un peu négative de tout ça. On a le droit d'avoir une image négative de la religion. En revanche, c'est comment est-ce que cette image négative qu'on a, est-ce qu'elle peut se déconstruire vis-à-vis et par rapport à toutes les rencontres qu'on peut faire. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de déconstruire un peu tout ça. Oui. Bah oui, par exemple, vous avez dit que vous étiez de confession musulmane, n'est-ce pas? Ouais. Donc là, vous voyez, dans la colonne, il y a écrit « renfermer »,« refermer ». Et pourtant, vous avez dit que vous étiez féministe. Donc là, il y a carrément un contraste qui se fait. On peut pas être renfermé et être féministe en même temps. Bah si. Donc c'est con. Bah si. Bah non. Non, mais pas dans ce sens-là. Ça dépend ce qu'on appelle renfermé en tout cas. Enfin, je veux dire, par exemple, renfermée, elle se réduit en tant que femme, par exemple. Voilà. Et bien justement, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un cliché qui dit quand on est musulmane, quand on est renfermé, on peut pas être féministe. Maintenant, vous m'avez rencontré, moi je m'affiche et je m'assume comme féministe. Et vous pourrez dire, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai connu je sais qu'il y a eu un contre-exemple. J'ai rencontré Radia, on a discuté pendant 2 heures et je sais qu'elle s'est affirmée comme ça. Donc ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est un cliché, c'est un préjugé, c'est un stéréotype. Oui. Après, je pense que tout ce qui est... Et ceux qui vous matraquent dans le dos parfois, parce qu'après tout, chaque action qu'aujourd'hui on porte est jaugée, jugée, et puis souvent critiquée. Ceux qui disent que vous laissez trop la parole aux confessionnels peut-être tout simplement, que la religion ne devrait pas rentrer dans l'espace justement public comme ça, et qu'il faudrait la garder à la maison. Tout ce combat finalement que portent des gens qui ne sont pas comme vous, persuadés de cette perméabilité et au contraire de ce dialogue, vous leur dites quoi? Je les entends d'abord. Je pense qu'on a tendance à oublier l'écoute importante, parce qu'on est d'accord pour ne pas être d'accord. Et puis ensuite, je leur dirais, c'est normal d'avoir peur, parce que c'est des sujets compliqués, c'est des sujets tabous. Mais par contre, il va falloir sortir de sa zone de confort et il va falloir parler des sujets tabous, parler des sujets qui nous font peur, sortir de son ignorance aussi. Et ça demande un énorme travail sur soi-même. Et voilà, et leur dire un peu tout ça. Et à partir du moment où elle leur a dit tout ça, moi, ce que j'ai envie de leur montrer, c'est tout ce qu'on fait dans les établissements, c'est tout ce qu'on fait dans les groupes locaux, par la preuve. Et la preuve, ça vient du terrain. On n'est absolument pas un mouvement idéologique. Nous, c'est pas ça. Nous, toute notre expérience, elle nous vient du terrain, elle nous vient de ce qu'on vit et de notre expérience. Parce que du fait que le pays il est laïque, on parle pas forcément de ce qu'il y a de bien aussi dans la religion par rapport à, dans la télé ou dans les médias ou quoi. Et quand on en entend parler, oui, c'est pour dire oui, il y a telle affaire où par exemple un prêtre a violé tant d'enfants, ou oui, quand c'est des attentats ou quoi. Et on entend parler que des choses négatives, donc forcément. C'est ça en fait. Il faut pas retenir que oh là là, mes camarades ils ont tous des préjugés. En fait, on a tous et toutes des préjugés. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Et on doit tous et toutes travailler là-dessus. On doit travailler sur ces préjugés. Et toujours, dès que notre cerveau fait des catégorisations, dès que notre cerveau essaie d'essentialiser des personnes, il faut essayer de travailler dessus et dire non, je vais trouver des contre-exemples. Non, je vais un peu complexifier mon esprit. Je vais complexifier ma connaissance. Ce que disait Frédéric, c'est que c'est souvent lié à de l'ignorance. Parfois, c'est lié aussi à de la peur. Parce que quand on voit par exemple attentat, en vrai, on a eu ultra peur en 2015 notamment, ou en 2016 aussi, quand il y a eu des attentats. On a tous eu hyper peur. Et malheureusement, les personnes terroristes qui ont commis des atrocités, des choses horribles, l'ont fait au nom de leur islam à eux, on l'ont fait au nom de leur Dieu à eux.
Donc ça fait hyper peur. Mais quand tu connais des musulmans, quand tu en as parlé avec eux, quand tu sais que leur rapport à la foi, il est différent de ce que tu entends dans les médias, bah t'as pas peur de faire des amalgames. Au contraire, t'as peur du terrorisme, mais t'as pas peur forcément des musulmans. Donc c'est en ça, c'est par le contre-exemple qu'on peut éviter tout ce type de préjugés. Coexister qui arrive dans votre établissement et vous faites un peu d'air. Les classes étaient là avant, il y a la cour de récré qui est là. Ça représente quoi de l'ouvrir comme ça, votre établissement scolaire ? Ça correspond à la philosophie globale de l'établissement et de notre congrégation. D'abord, l'ouverture de l'esprit, le fait de semer des graines pour que ça grandisse quand ils nous quitteront. Et puis, nourrir l'esprit critique aussi, c'est important. Et ça fait partie de ce qu'il y a écrit là, juste au-dessus de notre porte. Et faire des esprits libres, c'est l'idée générale. Et puis que chacun apprenne à s'approprier les différences. Exactement, et ne pas en faire des oppositions, mais des complémentarités culturelles, religieuses, vivre ensemble. Qui nous a parlé ? Madame Béosière, directrice adjointe du lycée de l'Assomption. Vous avez retenu quoi de ce qu'on a entendu Qu'une religion n'est qu'un détail d'une personne. Ouais, en vrai. Puis là, en fait, je trouve ça bien. Moi qui, de temps en temps, quand il y a des interventions comme ça, j'aime pas trop parce qu'on parle d'une seule religion où on ne s'ouvre pas trop. Sauf que là, en fait, on s'est ouvert et on a parlé de plusieurs religions. Et même des athées et tout ça, donc je trouvais ça plutôt intéressant. C'était bien d'entendre des stéréotypes du monde un peu, de la laïcité, tout ça. C'était bien d'entendre aussi d'autres opinions de personnes dont on ne partage pas la même croyance. Par exemple, des gens qui sont musulmans ou même des gens qui sont athées. Car moi qui suis dans un contexte familial plutôt catholique, je n'entends pas beaucoup les athées. Et Elodie et moi, c'est pas notre sujet principal. Ça prouve que dans l'union des personnes, la religion n'est rien du tout. Ouais, vraiment. Ici, on vit, et c'est le slogan de coexister, d'une certaine manière, une coexistence active. Et c'est la clé pour vivre ensemble. Oui, c'est vrai. Et on a tendance à trop vite l'oublier, je trouve. Cet esprit critique, c'est celui-là qu'il faut féconder. Oui, c'est pas toujours évident de prendre la parole, des fois quand il y a beaucoup d'émotions ou d'interactions. Mais effectivement, l'esprit, c'est ça que j'adore moi dans les classes, c'est quand des gens se sentent libres de dire leur désaccord. Et voilà, quelqu'un dit moi je pense ça, l'autre qui lève la main, non je suis pas d'accord avec toi parce que. Et c'est génial en fait, on devient finalement spectatrice de ce qui se passe et de l'émulation qui se passe dans la classe et de ce débat démocratique, mais justement dans le respect, et ça c'est chouette. C'est ça qui est le plus étonnant, c'est qu'effectivement on devient, et même nous là qui vous écoutons, on est même assez émerveillés. Il y a quelque chose qui est très enthousiasmant, voire même rassurant. Oui, c'est vrai, nous le plus important c'est qu'on essaye de placer un cadre, un espace de confiance, un cadre de bienveillance pour qu'ensuite tout puisse se dire. Tout, ou presque. C'est vrai que c'est très enthousiasmant, moi des fois je repars avec un peu des petits moments de grâce qui se passent et puis beaucoup aussi d'espoir dans la jeunesse et tout ça, quoi. Des fois on se dit on vient, même si on sait que c'est un moment d'échange, on a l'impression d'avoir du savoir et finalement on se prend un peu des claques de sagesse et d'humilité parfois de par les jeunes et qu'on vient sensibiliser et c'est vraiment chouette quoi, de se rendre compte que l'esprit critique est bien là et avec des points de vue très pertinents. Laïcité et faits religieux. Fin du 4e épisode de la collection de podcasts originaux produite par le Fonds du 11 janvier. Esprit critique, es-tu là ? Merci beaucoup pour vos interventions et pour vos échanges. Suivre sur Coexister pour en savoir plus, il y a plein de vidéos comme ça. Merci à Radia Bakouche, Floriane Seguin, Aïbata Diakité de l'association Coexister, ainsi qu'aux élèves et professeurs du groupe scolaire Assomption à Bondy. Merci aussi à Marine Quenin de l'association Enquête et à Émilie Moreau qui nous a ouvert sa classe de CM2 de l'école élémentaire Henri Wallon à Trappes. Eh bien, au revoir. Merci monsieur. Merci. Au revoir. Ah, attends, je t'attends. Cette collection de 7 podcasts originaux est réalisée par le studio de création Écran Sonore. Direction éditoriale Anne Lescaut, habillage sonore
OH, montage et mixage, Benoît Artaud. Au micro, Alexandre Hérault. Esprit critique es-tu là est une collection hébergée sur Aosha et à retrouver sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à la partager et à liker, ainsi qu'à lui attribuer plein de petites étoiles sur Apple Podcast, par exemple. À bientôt pour une nouvelle plongée autour de la planète associative soutenue par le Fonds du 11 janvier. Retrouvez-nous le 11 du mois prochain pour le prochain épisode baptisé « Déconstruire les préjugés ».